Bonjour Maïté Soler, Bonjour. merci d'avoir accepté cette petite interview. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi-même? Oui, je suis artiste pluridisciplinaire. Donc pour moi c'est peu important la technique en elle-même, mais plutôt le besoin d'exprimer quelque chose qui m'échappe et que j'arrive pas à gérer tout simplement. Donc ça peut sortir en forme des taches d'encre, ça peut sortir en forme d'images photographiques abstraites, en forme des récits poétiques, en forme des vidéos, ça peut sortir par une danse, où je vais m'autoriser à laisser le robinet ouvert et ça sort ce qui sort, comment ça sort. Donc particulièrement je fais de la danse buto, ce qui veut dire c'est que je n'ai pas à être quelque chose pour le public, ou je n'ai pas à produire quelque chose qui doit entre guillemets divertir ou la danse buto, elle est censée être libre, et libre pour moi ça veut dire pas mettre le frein. Donc ça va bien loin chercher les limites, mes limites à chaque instant, et quand j'ai besoin de performer c'est parce que dans ma vie ça bouscule complètement et que j'ai besoin que cela soit pas transformé mais vécu pleinement, de ne pas cacher. Voilà. La danse buto elle ne cache pas ce que l'on aurait envie absolument de cacher. Et je pense que ma façon d'aborder l'art, ça va être avec ces prismes de la danse buto, qui est mettre de la lumière dans l'ombre. Très faussement, les gens pensent que la danse buto est la danse de l'obscurité, alors que la danse buto, elle met de la lumière là où on ne veut pas regarder. Et sous ces prismes-là, je crée. C'est que ça me permet de voir ce que je n'arrive pas à voir. D'ailleurs, je pense que c'est bien Nietzsche qui disait l'art nous permet de voir ce qui ne serait pas supportable autrement. Et cette phrase, elle m'avait beaucoup marqué à l'époque, ça fait 20 ans que je l'avais lue. Et quand j'ai rencontré la danse buto, j'ai retrouvé une porte qui me permettait ça. Elle peut tout voir, la danse buto, au travers. Et c'est génial. Donc tes activités artistiques, ils ont commencé par la danse ou par la peinture, ou les deux ensemble? L'écriture qui est venue un peu plus tard, je suppose? Oui, on pourrait passer quelques années à... Je pense, si je me perds là-dedans, tu me diras, hein, tu me ramènes. Mais ma mère, elle avait une petite boutique et mon frère et moi, on était enfermés dans 2 mètres carrés pendant des heures pendant qu'elle travaillait. Et il se trouve qu'au bout d'un moment, on devenait insupportable. Forcément, hein, au bout de quelques heures, voilà ça. Et il nous a inscrits dans un atelier d'art qui était à côté, pendant les heures qu'elle avait la boutique. Donc c'est à 6-7 ans que j'ai commencé les arts plastiques, dans un atelier de peintre. Et puis je ne me suis pas arrêtée jusqu'à que je suis partie d'Espagne. Enfin, je ne me suis pas arrêtée en fait, voilà. Tout simplement, j'ai toujours continué dans cet atelier, dans d'autres ateliers. Et après, à 27 ans, j'ai fait une école des beaux-arts à Versailles. Mais avant, quand j'ai quitté l'Espagne et que j'étais en France, pour gagner ma vie, pendant que je faisais à Montpellier un Erasmus en sport, moi je fais à Barcelone en fait la fac de sport. Et j'ai fait un Erasmus à Montpellier en danse parce que c'était mon rêve. Mais bon, j'étais pas danseuse, j'étais prof d'arts martiaux en fait. Je suis ceinture noire de Kung Fu, enfin Sipalki, que c'est un style coréen. Et c'était pour découvrir la danse, je ne parlais pas français, donc je me suis dit que c'était le seul moyen de rentrer, de participer à l'université à Montpellier, c'était par le corps. Donc je m'étais inscrite dans les cours de la fac de sport en danse contemporaine. Et pour gagner ma vie, j'ai commencé à poser pour des photographes. Alors j'ai côtoyé des photographes de la région, je faisais le modèle, mais comme je sais pas, j'étais curieuse, j'ai demandé au photographe pourquoi tu cadres ça et pourquoi tu fais comme ci et comment ça marche l'appareil. Et puis ils m'ont dit t'es chiante mec, tiens l'appareil et prends-moi en photo. Et du coup je me suis retrouvée avec des photographes dans les plages à faire la photographe et il se trouve que mes premiers clichés ils ont été selon eux très surprenants. Ils m'ont dit en fait tu es photographe. Et du coup pendant une dizaine d'années j'ai travaillé comme photographe, j'étais photographe, je suis partie au Chili, j'ai fait des séries là-bas, des expos.
Et en rentrant en France, j'ai fait l'école des Beaux-Arts de Versailles en spécialité photo. Et après, à 30 ans, j'ai connu mon partenaire actuel qui est réalisateur et qui avait travaillé avec des danseurs buto. Alors moi, j'ai vu les films, j'ai eu la chair de poule, tous mes cellules se sont mis à chanter, à danser, c'était la fête. C'était comme si je me reconnaissais directement dans ces genres de danses qui n'avaient pas de code. Tu n'avais pas besoin d'apprendre la danse buto. Moi, je l'ai senti, je me suis dit, ça c'est juste moi. Quand je suis dans la mer, que je danse avec les vagues, ça c'est juste moi. Quand je danse avec un arbre, ça c'est juste moi. Et donc, à partir de là, j'ai travaillé avec Atsushi Takenuchi, mon premier maître de buto, après aussi au Japon avec Yoshito Ono. Et assez vite, j'ai commencé à faire mes premières performances. Et j'ai trouvé que cet espace de renverser la chaussette, en fait, de mettre ses tripes dehors et que ça puisse être vu, que ça puisse être partagé, c'était incroyable parce que je m'étais jamais sentie si vivante que là. Et je me suis produite pendant une quinzaine d'années maintenant, j'ai 44 ans, en danseuse buto, performeur, en même temps que j'ai fait des expos photos et des expos peinture. Et en arrivant à Sète, donc j'ai découvert la poésie. Parce qu'à Sète, il y a le festival Voix Vive. Et que, justement, le moment où nous sommes arrivés, il y avait de la poésie partout, des banderoles avec des poésies écrites. Et j'ai découvert qu'un mot, il pouvait également me transporter et me faire renverser moi-même, me vider d'un côté à l'autre, faire des bousculements à l'intérieur. Et donc, chaque année, j'ai commencé d'abord à regarder, après à participer à des petits ateliers d'écriture, à commencer à performer un peu dans la rue. Et puis, quelqu'un m'a dit, peut-être que l'année prochaine, c'est toi qui vas sortir un recueil, et ça a été fait, en fait. Cet été-là, j'ai vu les dessins que j'avais faits pour une exposition à Sète sur les arbres à couper. Et en voyant les dessins, il y a des mots qui sont venus, je me suis dit, voilà. Ça y est, c'est bon, ça coule. Donc j'ai accueilli les flots de mots qui est comme une lettre d'amour à ces arbres et qui a été réveillée quand ça a été réveillé. Ça s'est venu quand ça s'est venu, comme toutes les autres choses qui sont arrivées dans ma vie, ça s'est croisé, j'ai pris le chemin et puis ça m'a mené là, et puis là, et puis là, et puis là, et puis là. Voilà. Et comment tu écris et crées, construis ta poésie? C'est pas seulement, comme on dit, poésie écrite, les danses, les peintures ou des autres choses. Ça veut dire cet instant de te mettre, écrire, ou produire quelque chose, ou faire quelque chose. J'essaie de trouver le verbe qui ne te correspond pas. Ce que j'entends de ce que tu me dis, c'est comment je me mets en mouvement. C'est ça. Je me mets en Ce que création. tu as entendu dire tout à l'heure, d'ailleurs. Aussi une partie. Quand ça me déborde. Voilà. Quand quelque chose me déborde, que je n'arrive pas à contenir et qui me semble pas mal beaucoup plus grande de mes capacités à ces moments-là. Oui, ce que je disais sur Nietzsche quand j'arrive plus à regarder quelque chose qui me déborde et dont j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de trouver comment canaliser ça, comment trouver des appuis. À ces moments-là, c'est vrai que c'est la création qui me permet que ça trouve son chemin. Ça veut dire être, par rapport par exemple à ce qui a donné ces recueils des dessins et des poésies, c'est le fait d'avoir arrivé à Sète le jour où ils coupaient les arbres centenaires de la place Aristide Briand. Ça veut dire que là, j'étais en face de quelque chose que mon cerveau n'arrivait pas à comprendre. Mon cerveau voguait, je ne pouvais pas voir comment on coupait ces arbres centenaires. À ces moments-là, il se trouve que j'avais des cahiers et des pinceaux parce que j'étais sortie dessiner dans la rue. Et donc, je me suis précipitée d'arbre en arbre pour dessiner, pour capter quelque chose de cette émotion qui me débordait, de ces moments de lien que je ne pouvais pas louper, de parler aux arbres, de me laisser emporter par ces derniers moments de vie. Et il se trouve que les mots, ils sont arrivés 5 ans plus tard. Donc, c'est pas comme si j'avais
je prévois rien en fait. Je ne suis pas quelqu'un qui prévoit les choses. Je suis quelqu'un qui d'abord se sent débordé, qui fait avec ce qu'elle a dans les mains ou dans les pattes ou qui est sur place. Et après, il y a un travail d'édition, d'affinement, de voir tranquillement et très posément. Je pratique beaucoup depuis 15 ans la méditation aussi, donc quelque chose qui petit à petit, comme si on avait beaucoup agité un bocal et que petit à petit le sable qui est disperse descendait. Ma création se fait quand tout explose, il y a des choses partout, mais après la production de tout ça, elle prend du temps, des années. Le choix des dessins, j'ai rempli 2 cahiers et je n'ai choisi 23 pour le livre. Je n'avais choisi 25, 26 pour l'exposition. Ça prend beaucoup de temps de faire au final des choix. Faire des choix ou dépouiller des choses pour rester la moindre expression la plus forte de ce qui a été vécu, de ce qui a été traversé, de ce qui a été vomi en fait, artistiquement dans un premier jet. Un premier jet très pouf, et après beaucoup de temps de le regarder, de l'oublier, de le reprendre, de le revoir, de styler peut-être on pourrait dire. Tu parles pour l'écriture et pour les... Pour tout. Oui. Pour tout. Et à quel moment tu choisis, en fait, il y a un débordement, d'accord, tu veux t'exprimer, mais ça serait par l'écriture ou par la peinture ou par la danse? Comment choisir? Oui. Et ça a été comme pour le reste, j'ai pas le sentiment d'avoir choisi. Ce que je veux dire, c'est que le jour où je suis dans la rue avec un pinceau et un papier, voilà, c'est ce que j'avais dans la main. Quand j'ai voulu rassembler ces dessins dans un recueil et que j'ai pas trouvé un écrivain et un poète qui écrivent pour les arbres, quand j'ai vu les dessins, j'ai eu encore les larmes aux yeux, mais pas que les larmes aux yeux, il y a des mots qui sont arrivés comme si j'avais encore envie de leur parler à ces arbres, leur dire des choses, et qu'à ce moment-là, je pouvais le faire. Et donc j'ai recueilli les mots. Encore une fois, absolument pas prévu, que ce soit moi qui écrive ces textes. Et pour les danses, par exemple, si on m'invite à un festival, on me demande de créer une pièce, je vais juste regarder ma vie, et je vais regarder bien de près, là où je ne veux pas regarder. C'est comme ça que ça marche. Je vais aller avec une loupe, aller explorer dans quel coin de moi il y a quelque chose qui attend depuis longtemps, qui a envie d'exploser et que je ne veux pas regarder. Donc ça me prend un temps d'introspection. Des fois c'est très clair, hein. Des fois on me demande quelque chose à un moment de burn-out, à un moment de... Je viens de faire une fausse couche, à un moment des choses de la vie qui arrivent, et je sais exactement quel va être le sujet, et que ça va être douloureux de le regarder, mais que c'est là où ça va fleurir quelque chose pour moi, dans la limite de ce qui est indicible pour moi à ces moments-là, ou irregardable. Des fois c'est évident, et des fois quand c'est pas évident, il y a toujours quelque chose à chercher, et on trouve assez vite si on ne ferme pas les yeux. Les auteurs, les artistes qui t'ont marqué, qui t'ont inspiré? Dans tous les champs, moi le premier là qui me vient comme ça, c'est Rothko. Je ne sais pas si c'est le prononce bien en français, mais j'ai comme le sentiment que là il y a tout dans n'importe quelle de ces peintures. Je reste et je ressens beaucoup avec peu. Je ne veux pas dire qu'il y a peu, mais dans la vibration de ces touches, dans les couleurs, il y a une sorte d'absorption totale, comme si ça débordait aussi la toile. Il y a aussi Sai Tongli, un peintre. Il y a Barcelo. Beaucoup dans la matière et dans l'expression libre, et peut-être le oser être en simplicité quelque chose. La première poète qui m'a donné envie d'être poète s'appelle Anna Walch, c'est une poète catalane qui est très, très première actuellement et qui est venue, a été invitée à cette. Et j'arrive pas encore à trop faire la différence si c'est parce elle assumait pleinement la langue catalane et que j'ai eu tout de suite l'émotion et que ça m'a donné envie justement peut-être de m'exprimer dans ma langue catalane.
Mais encore une fois, elle venait toucher des petites choses organiques à l'intérieur de soi, des petits moments qui avaient envie de s'exprimer. Si, à Nahual, je pense que... Serge Pey aussi, il m'a marqué dans le festival, je ne sais pas si du performeur très puissant. Là, c'était une bombe. Là, je me suis dit, ça m'a éclaboussé. J'étais en premier rang et ça m'a éclaboussé. J'étais même pendant le truc du Covid et ça m'a époustillé. Mais là, on accepte tout, on prend tout. Ça m'a beaucoup inspiré. Pour moi, c'était presque du buto ce qu'il faisait lui. C'était un engagement total. Il n'y avait pas une seule partie de lui qui n'était pas engagée dans ce qu'il disait, dans ce qu'il faisait. Donc là, j'y pensais pas d'être poète encore, mais là, je pense qu'en moi, je ressentais déjà la possibilité qu'il n'y ait pas de frontière entre mes danses buto et finalement engager la voix qui est une de mes limites à moi. Parce que, je ne sais pas si on va rentrer là-dedans, mais j'ai été castrée chez ma famille en tant qu'être, en tant que voix. Et vite, ça arrivait que tu parles pas. Donc j'ai un souci de... Non. Non, je te l'explique. Oui. C'était impensable pour moi que je puisse dire des choses avec la voix. C'était pas... Je suis allée vers la danse buto, abstraction encore, pour pouvoir dire des choses que je n'ai... Dire ce que je ne pouvais pas dire, être ce que je ne pouvais pas être, ce qui m'était interdit. Et la voix était ma ultime limite. Et j'ai commencé à la dépasser maintenant et c'est chouette. Je prends la voix comme si c'était le corps. Comme si elle était corps. Voilà, donc ça avance. Qu'est-ce que tu penses de la poésie actuelle contemporaine? Parce que tu suis déjà la voix de Seth, déjà comme on dit, il y a pas mal de poètes qui viennent. En plus, tu lis, tu es à Paris aussi, parfois, n'est-ce pas? Si tu vas à Paris pour le marché de la poésie aussi. Moi, basiquement, j'ai fait mes 7 ans, ma formation des poètes, c'est à 7 ans, 7. C'est pas mal déjà. Des voix vives, ça veut dire pendant 10 jours de la poésie du matin au soir, non-stop. Je fais la communication du festival. Et j'ai baigné là-dedans. Et comme je te disais, quand quelque chose me déborde, j'y plonge et rien n'existe. Et moi, pendant ces semaines-là, ça a eu cet effet. C'est que tout d'un coup, j'étais absorbée par le festival et j'ai annulé plein de choses parce que c'était important que je m'envive de cette poésie. J'avoue, la première année, je trouvais ça très chiant. Mon cerveau, il saturait vite de la monotonie française, de la façon globale de la prononciation française. Mais j'adorais lire les banderoles. C'était plutôt et regarder les bouquins dans la place du Poulpe. Regarder, et puis j'ai commencé à acheter la poésie, à lire. Et petit à petit, festival après festival, d'un côté, je commençais doucement à essayer de m'intéresser aux ateliers pour commencer à explorer moi-même l'écriture. Et d'un autre côté, j'ai commencé à regarder bien le programme et j'ai commencé à choisir des poètes qui n'étaient pas français. Et c'est là où je me suis pris surtout des claques, hein, comme la catalane. J'avais le sentiment que la richesse des poètes étrangers, elle ramenait beaucoup plus de vivants, beaucoup plus de rugosité au festival. Et dans ma tête, ça ouvrait des possibilités aussi, de plus à être un individu et apporter sa richesse. Bon, ça s'est fait tout seul, j'ai pas réfléchi, je réfléchis pas, j'ai réfléchi toujours après. J'essaie de comprendre pourquoi. Et qu'est-ce que j'en pense de la poésie contemporaine? Qu'on peut tout faire. Et que c'est jamais. J'accepte pas ce qui me dit tout a été déjà fait, je déteste. C'est que la poésie contemporaine, elle permet justement d'explorer les limites de la langue, de la forme, du corps, des liaisons entre la poésie et ce qu'on parlait tout à l'heure sur le fait que c'est l'idée du poétique qui est important et que du coup la technique n'est pas soit les mots, soit le geste, soit le mélange de gestes, mots, dessins, regarder un chat, regarder un nuage ou une tache dans les murs. Tout à l'heure tu disais ils sont beaux, ils sont beaux et moi je pensais que tu disais les taches du mur, je disais ouais, ils sont belles les taches du mur,
Bon voilà, pour moi la poésie était aussi ça, dans la pluralité des choses qu'on peut voir au quotidien. Et alors tu pourrais me demander, est-ce qu'on est tous poètes? Du coup, je sais pas. Moi en tout cas, je me laisse prendre par la poésie. La traduction. Ouais, la traduction. Moi pour l'instant, j'écris en plusieurs langues et quand j'écris dans une langue, je la traduis dans d'autres langues moi-même, et donc je suis confrontée au problème que vous avez les traducteurs pour traduire d'autres auteurs, mais des mots à moi, et du coup c'est moi qui fais les réclamations quand la pendule va vers le sens plutôt ou vers la forme ou la sonorité ou le rythme. Je me plains sans cesse des choix qui ont été faits par la traductrice, donc moi-même, et je reviens sans cesse, donc c'est un peu une boucle sans fin. Mais au bout d'un moment, j'accepte que mon poème il puisse être aussi en évolution permanente dans plusieurs langues. Et pour l'instant, il y a que voilà, le bureau de réclamation, il est toujours sur place. Donc toujours prête à faire des réajustements, même quand je fais les lectures maintenant, où je change déjà de l'ordre des phrases, où je mets des phrases en catalan et en français qui se chevauchent, ou des fois j'ai omis quelques vers parce qu'à ce moment-là je n'ai pas envie de les dire, ou je les répète à fond. Toujours vivant les poèmes, toujours. Est-ce que la poésie, l'art, est un besoin, une nécessité pour les gens, pour les autres? Pour les autres poètes, pour les autres gens? Pour les autres gens. Ça, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que je pense que c'est un besoin qui n'est pas détecté. Et ce que je veux dire par là, c'est que si la poésie n'avait pas croisé mon chemin, je ne me serais rendu compte jusqu'à quel point c'était important pour moi, et ça me nourrissait, et ça me sauvait, et ça m'élevait, ça me faisait vibrer. Et je me rends compte que mes parents qui qui sont très peu allés à l'école, ils peuvent me dire que c'est à qui ça intéresse la poésie, mais ça intéresse personne. Comme eux, il y en a beaucoup, et je pense que c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu la chance que j'ai eue de plonger pendant ces 10 jours, pendant 7 ans, dans un festival de poésie, où au final, la poésie, tu ne peux plus nager ailleurs que dans la poésie. Ici, les premières années, j'ai fait un peu abstraction, j'ai juste regardé un peu de loin, mais petit à petit, la marée monte, et ça y est, t'es couvert de poésie, et tu nages et tu apprends à nager dans la poésie, et tu te sens de plus en plus à l'aise. Je pense qu'il y a beaucoup de barrières entre des gens, des personnes comme mes parents, et la poésie. Il y a beaucoup de barrières. Ils pensent que c'est pour les autres. Ils pensent que ça doit être des gens particuliers de l'élite qui ont accès à ça, alors que c'est tout le contraire. Je pense qu'on doit vraiment souffler pour effacer ce qui fait barrage. La poésie ne peut pas rester entre les poètes, ne peut pas rester entre les éditeurs ou entre les passionnés de poésie depuis toujours. C'est aux gens comme moi qu'il faut que la poésie s'adresse, aux gens qui à des moments n'ont pas de bouée et qui peuvent trouver de la bouée dans la poésie. Je souhaiterais, ma dernière lecture, je l'ai faite à Barcelone et ils étaient au premier rang. Et mon père, il a pleuré à la fin. Et si vous saviez comment il est mon père, je vais vous dire, ça peut toucher à tout le monde finalement, la poésie. Ça peut vraiment aller toucher les rochers les plus durs, les plus fermés. Alors oui, j'ai dit la poésie, ça peut tout changer. On en a besoin, et c'est un besoin qu'on doit combler et qu'on doit faire circuler davantage pour que ça puisse éclabousser au maximum de personnes, puisse croiser le chemin du plus grand nombre. Merci beaucoup. Merci à toi. L'arbre tombe, l'esquirol se'n va. Atureu el so de les dents esmolades. Arrêtez le son des dents acérées. L'espatec dels cossos contra el ciment. Le bruit sec des corps contre le ciment. Merda!
Què faig amb aquesta ràbia? Que faire de cette rage? Pinceau, cahier, yeux de poulpe, encre noire, arralar-se, s'enraciner. L'esquirol se'n va. L'arbre tombe, l'écureuil s'en va. Je cours, je cours, je cours. Je trace, je trace, je trace. Le pinceau trace, 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 trace. Qui trace? Qu'est-ce qui se trace? Un courant descend au doigt. L'esquirol s'en va. L'arbre tombe. L'écureuil s'en va. Sans faire du bruit. Un cri éclate et s'agite sur la feuille. Je l'écouterai demain. Là, je ne peux pas. Sans faire du bruit. L'écureuil s'en va. L'esquirol no va enlloc, no va nulle part. Gira sobre ell mateix, il tourne sur lui-même, es menja la cua, il se mange la queue. Gira sobre ell mateix, il tourne sur lui-même, no se'n va, no torna, gira. Tourne, 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 tourne la peur, tourne la feuille, gira, 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 gira la peau, gira la fulla. Tourne, 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 gira, tourne, 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 gira, 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 gira. L'esquirol, l'arbre tombe, l'écureuil s'en va. Chahut dans la rue. Les sirènes lointaines ne sont pas pour vous. Votre maladie, on la coupe. Action préventive, dit-on. Désolé, nouvelle loi. L'esquirol s'en va. L'arbre tombe, l'écureuil s'en va. Tu me regardes avec l'œil stoïque du sage condamné à mort. Je ne veux pas que tu partes. Je ne veux pas. Veux pas. Veux pas, veux pas, veux pas. Je ne veux pas que tu partes. Il n'y avait pas besoin, tu sais. Pas besoin. Au seuil du dernier virage, je te vois. L'esquirol s'en va. L'arbre tombe, l'écureuil s'en va. Tu me montres tes viscères. Moi, je dessine. Il pleut de la boue dans le ventre. L'esquirol s'en va. L'arbre cau, l'esquirol se'n va. Obren la cortina de peixets. No hi ha mar. No hi és la mare.
només cel. Més gran a cada tall. L'agafo. L'esquirol s'en va. Ils ouvrent le rideau de petits poissons. Il n'y a pas de mer. La mer n'est pas là. Seulement le ciel, plus grand à chaque coup. Je le prends. L'esquirol s'en va. L'arbre tombe. L'écureuil s'en va. Hache. Bâillement. Hache. Hache.